Bonjour à tous, bienvenue dans les interviews de l'IA de Smartech. Merci d'être avec nous. On est ensemble pour 28 minutes avec les acteurs qui font l'actualité dans l'intelligence artificielle. Je vous les présente juste après. Parti pour les interviews de l'IA de Smartech. Aujourd'hui, autour de la table, la nouvelle génération qui va nous parler de l'intelligence artificielle. Pauline Delavalade, bonjour. Vous êtes experte en IA en data. Vous pilotez aujourd'hui AI Builder Research, qui est le cabinet d'analystes d'AI Builders, qui est un cabinet en fait d'accompagnement des entreprises dans leur transformation numérique pour l'exploration, en particulier des nouveaux usages liés à l'intelligence artificielle. On va parler ensemble de l'arrivée de l'IA agentique et de ses agents. Et puis en face de vous, Côme de Marigny. Bonjour Côme. Vous êtes cofondateur de X Immersion. Je ne sais pas si je prononce X et Immersion, c'est très bien. comme vous vouliez, très bien, qui est une IA générative pour les créateurs de jeux vidéo. Vous allez nous faire découvrir ça. Mais je vous propose qu'on commence à distance avec Dorian et Quentin Honoré, qui sont fondateurs de la chaîne YouTube Experimentara, donc chaîne francophone, qui est dédiée à la découverte et la vulgarisation des outils d'intelligence artificielle. Vous êtes connectés avec nous depuis le Panama, n'est-ce pas? Exactement. Exactement. Il est quelle heure en ce moment? Il est 5h22 actuellement. Désolée pour ça, on est vraiment navrés. Ça m'intéressait d'abord, avant que vous nous parliez de vos travaux, que vous me parliez du Panama en matière de développement de technologie. Qu'est-ce que ça donne? Sa proximité avec la Silicon Valley, je dis proximité par rapport à nous, depuis Paris. Donc, au Panama, donc, il y a vraiment des investissements qui sont faits. Donc, étant sur le continent américain, c'est vraiment lié aux États-Unis. Donc, il y a forcément des investissements qui sont faits. Bien sûr, c'est encore un pays en développement. Donc, il y a encore des problèmes et beaucoup d'améliorations à faire. Mais ils sont en train d'avancer dans la technologie et dans l'IA aussi. Alors, donc vous êtes passionné d'intelligence artificielle. Vous avez décidé de monter cette chaîne YouTube pour aider un peu tout le monde à comprendre comment s'emparer de ces nouveaux outils d'IA générative en particulier, hein, parce que l'IA, c'est pas tellement nouveau, mais de voir comment l'IA générative peut s'intégrer finalement dans notre quotidien ou dans notre travail. Et pour ça, vous testez des outils. Quelle est votre dernière vidéo? Donc, notre dernière vidéo que j'ai préparée hier et qui sortira aujourd'hui, c'est sur un nouveau générateur de vidéos IA et qui a été créé par Grok AI. Donc, il y a vraiment peu de personnes qui en parlent, mais pourtant, je l'ai testé et le résultat, il est vraiment époustouflant parce que c'est principalement fait en fonction d'une image et ça va directement à une vidéo par lui-même. Comment le résultat époustouflant, vous allez nous le montrer comment? Donc en fait, j'ai fait plein d'exemples dans ma vidéo où par exemple, j'avais préparé une image au préalable, je la mets directement dans l'intelligence artificielle qui s'appelle donc Imagine 0.9. Ça, c'est le modèle de Grok et il va automatiquement prendre l'image et la créer en vidéo sans même avoir besoin de prompt. Donc ensuite, on peut utiliser des prompts pour faire quelques changements, changer des effets, mais l'intelligence artificielle, elle comprend par elle-même comment est-ce qu'elle va animer l'image pour faire une vidéo qui est bien. Et ça vous arrive d'être déçu parfois avec les outils que vous utilisez sur vos tests? Ah oui, oui, il y a plein d'outils d'intelligence artificielle qui sont vraiment moins performants que d'autres. Et pour ça, je me réfère plutôt à certaines IA génératives en Chine. Donc, il y a DeepSeek qui est assez bien, qui arrive à arriver à la cheville d'OpenAI. Mais par contre, il y en a d'autres qui ne sont vraiment pas bien, comme par exemple Qwen, donc un modèle d'Alibaba. Et pour la génération de texte, on voit vraiment qu'il y a des problèmes dans la cohérence. Et donc ça, on n'hésite pas à le dire quand c'est le cas pour ces IA. Vous êtes encore jeune, vous êtes étudiant. Comment est-ce que vous arrivez à vous projeter sur les besoins que pourraient avoir des entreprises ou des professionnels? Donc, ce qui est important de savoir, c'est que pour l'instant, les entreprises, l'application à l'IA dans les entreprises, c'est vraiment compliqué, puisque l'intelligence artificielle, c'est vraiment récent, et l'appliquer dans les entreprises, la technologie évolue tous les 3 mois, elle change. On peut passer d'agents à des flux, et d'intégrer pour le moment l'intelligence artificielle dans les entreprises, ce serait
une cause perdue puisqu'il faudrait la changer, reformer le personnel et donc ça coûterait des milliers d'euros. Donc pour l'instant, il n'y a pas d'intelligence artificielle à appliquer concrètement dans l'IA, mais dans le futur, je pense qu'il y aura un certain type d'intelligence artificielle avec un modèle très précis qui, cette fois-ci, sera possible de l'intégrer dans les entreprises, mais pour l'instant, nous ne l'avons pas. Vous partagez, Pauline, cette vision? Pas entièrement, en tout cas pas dans sa globalité. C'est-à-dire que chez iBuilders, donc on accompagne beaucoup de grands groupes français, donc on accompagne justement ces métiers à l'intégration de l'IA dans leur processus et dans leur vie quotidienne, dans leurs tâches au quotidien. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, nous, on voit cette adoption, on voit cette forte accélération de l'adoption de l'IA générative dans les processus métiers. Et on observe déjà des forts gains de performance et d'augmentation de la productivité. De l'IA, mais aussi de l'IA générative? Tout à fait. Parce qu'il y a quand même je me demandais s'ils étaient déçus de temps en temps, il y a quand même souvent des effets déceptifs. On peut avoir des effets déceptifs, effectivement. Mais aujourd'hui, on a quand même des modèles de langage qui sont très performants. On va parler d'OpenAI, on va parler d'Anthropic, de Google ou encore de DeepSeek, comme ils ont pu le mentionner. C'est vrai qu'on a aujourd'hui quand même des performances qui sont très acceptable pour des processus métiers. Donc, pour un accompagnement au quotidien, on n'a pas besoin d'avoir une verticale technique forcément trop sévère, on va dire. Et comment vous voyez, Dorian et Quentin, comment vous voyez votre avenir professionnel demain? Vous imaginez travailler avec ces IA? Comment vous imaginez que ça puisse transformer votre accès finalement au travail? Donc, je pense que l'intelligence artificielle, ça va être comme Internet. Donc, au début, on est au début. Donc, il y a des outils qui arrivent petit à petit. Actuellement, donc, ils arrivent très rapidement. Il y en a des dizaines d'outils IA qui se créent chaque jour. Et je pense que, au fur et à mesure, donc, au fil des années, de plus en plus de personnes vont moins avoir peur de l'IA, ils vont moins être réticents et ils vont vouloir comprendre comment l'utiliser pour augmenter leur productivité. Et au début, ce sera à titre personnel, je pense, et ensuite, ce sera vraiment intégré dans toutes les entreprises une fois que la technologie, elle sera comprise et maîtrisée par tout le monde. Mais déjà, ce qui est important de savoir, c'est que pour le moment, l'application à l'IA au quotidien pour le personnel, elle commence à arriver. Donc, il y a quelques jours, OpenAI a lancé ChatGPT Atlas, donc, qui est un navigateur avec ChatGPT qui est intégré directement. Et ça va permettre, par exemple, de passer des commandes, de réserver des hôtels seulement en mettant un prompt. Ensuite, ChatGPT va pouvoir comparer les hôtels et même on va pouvoir, par exemple, lui donner notre carte bleue des informations et il va pouvoir passer ces commandes pour nous. Donc, on voit qu'on est au début de l'automatisation pour ces tâches, mais qu'elles sont en train de s'améliorer et d'évoluer. Comme ça, c'est le type de profil que vous allez voir arriver, j'imagine, On en voit de plus en plus. dans le monde créatif des jeux vidéo, Tout à fait. avec énormément de maturité déjà en fait sur le sujet de l'IA. Absolument, c'est quelque chose qui est très intéressant et en fait on le voit même déjà chez des étudiants collège, lycée et ensuite études supérieures, ils sont déjà bercés à l'intelligence artificielle, Ouais. donc ils sont très performants très vite sur ces outils. Ils ont en général tellement de compréhension sur les cas d'usage, les applications, qu'ils en oublient un peu les problématiques techniques fondamentales qu'il y a derrière, qui sont complexes. Parce qu'on se parle de maîtrise de données, gérer des prompts, c'est très bien. Mais en fait, créer un système autour, c'est un peu moins magique que mettre 3 mots dans une case et regarder une vidéo qui s'anime toute seule. Mais par contre, il y a une acceptation qui est complètement différente de l'intelligence artificielle aujourd'hui de la part des jeunes. Et nous, on voit beaucoup d'étudiants qui nous contactent parce qu'ils veulent faire partie un peu de ce mouvement. Ouais. Et puis, je trouve ça super de voir deux frères comme ça qui justement s'intéressent à la technique, ont envie de partager leurs tests et de montrer voilà, si ça marche ou quelles sont les choses intéressantes qu'on peut faire avec toutes ces nouveautés d'IA. Vous avez des questions pour eux peut-être vous connaissiez leur chaîne, non? Experimentara? Non, je ne connaissais pas, Eh ben mais voilà, j'irai découvrir. regarder très certainement. Ok. Pareil, je découvre et je suis curieux d'en voir plus. Ok, eh ben super. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été connectés si tôt pour vous avec nous dans Smart Tech depuis Paris. On vous souhaite donc une très bonne fin de nuit et une bonne journée. À très bientôt. On se verra peut-être au CES de Las Vegas parce que j'ai appris que vous seriez sans doute là-bas.
Merci Oui. beaucoup. On continue, nous, en plateau avec Pauline donc, de Lavalade. Vous êtes chef de la cellule Research d'AI Builders. Cette Oui. arrivée de l'agentique AI, de ces IA, ces agents IA, vous voyez déjà des premières adoptions. Qu'est-ce que ça va changer? Quelles sont les nouvelles questions que ça pose? Alors, on voit, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, c'est vraiment, il y a déjà une forte envie d'adopter les agents. Les gens sont demandeurs, les métiers sont demandeurs de ces automatisations par agent, et on voit de plus en plus de solutions sur le marché qui se positionnent justement sur le fait d'apporter cette IA agentique aux métiers, à des profils non techniques, chose qu'on voyait moins avec Ouais. l'IA plus globale ou telle qu'on l'entendait il y a quelques années. Et finalement, cette adoption aujourd'hui, elle est permise aussi parce que on a des entreprises qui veulent aller dans ce sens, qui veulent autonomiser leur métier en leur donnant accès à ces outils d'IA agentique pour justement augmenter leur productivité et aller plus loin dans l'automatisation de processus. Euh, il y a aussi ce phénomène d'agent AI, peut-être le fantasme que finalement, ça va pas être juste une IA avec qui on discute, mais ça va être une IA qui va faire des choses. Mhm. Est-ce que cette question, elle est posée aujourd'hui par les entreprises en termes de, bah, finalement, je n'aurai plus besoin de quelqu'un pour faire ça puisque j'aurai un agent? Alors, Est-ce que la question avec les agents se pose plus en termes d'emploi finalement? je pense que la question se pose à toute évolution technologique qu'on aperçoit et qui est intégrée dans les entreprises. Il y a effectivement une question qui va se poser du niveau d'impact que ça va avoir sur les métiers. Mais ça veut tout simplement dire qu'il faut les embarquer, qu'il faut les former à ces nouvelles technologies pour qu'ils puissent les adopter et non pas les remplacer. Donc On va- transformer plutôt le poste Voilà. finalement. Et c'est pour ça que AI Builders aussi se positionne sur ce créneau d'accompagnement des entreprises dans cette stratégie de transformation data IA pour transformer les métiers et pour finalement mm, bouger les investissements vers les cas d'usage à plus forte valeur ajoutée pour les entreprises. Et les métiers accueillent ça à bras ouverts. Alors, ça va dépendre des métiers. C'est ce qu'on disait tout à l'heure avec typiquement ChatGPT Atlas. On va avoir aujourd'hui des technologies qui sont très orientées B2C. Donc on va avoir en fait beaucoup de gens qui prennent ces technologies, ces nouvelles technologies dans leur vie personnelle. Et en fait, cette formation presque sur du plus long terme par les utilisateurs se retrouve beaucoup dans les entreprises. Et donc, on a de plus en plus de demandes de la part des métiers et des collaborateurs d'avoir cette IA. Donc, il y a des formations qu'il faut entreprendre, il y a des utilisateurs qu'il faut cibler plus que d'autres, effectivement, mais on a une forte demande. Et il faut aussi démystifier. Complètement. Et puis, l'utilisation dans l'entreprise, c'est pas du tout la même chose qu'à titre personnel. Il y a Non. des niveaux de sécurité, de responsabilité. Comment est-ce qu'on s'assure, quand on est une entreprise, qu'on met en place finalement des agents qui vont respecter les règles qu'on s'est Mm. fixées nous en tant qu'organisation? Oui. Alors, bah, c'est toute la grande question de la gouvernance de l'IA agentique que les Ouais. grandes entreprises se posent aujourd'hui. C'est comment est-ce que je viens distribuer mes responsabilités au sein de mes métiers et de mes décideurs. Et puis, quels sont les processus qui sont peut-être trop sensibles ou au contraire qui peuvent être automatisés. Et donc, il y a aussi cette cartographie, cette refonte des processus à faire et à accompagner pour justement déployer cette IA agentique de manière responsable et pertinente. Ça veut dire que il n'y a pas de baguette magique, jamais. Mais ça veut dire que c'est un processus aussi assez long, finalement, l'intégration des IA dans ces C'est processus internes. c'est de plus en plus rapide. Parce C'est-à-dire que, en combien de temps? alors aujourd'hui, les plateformes qu'on peut observer sur le marché qui proposent ce type de solutions, de produits, vendent des déploiements en général en 1 mois, 2 mois. Parce qu'on a ces solutions qui sont habituées à embarquer des DSI, à embarquer des data office, à embarquer finalement des groupes en général, et qui ont ces clés qui permettent de montrer ces métriques d'utilisation et d'adoption pour justement faciliter ces déploiements. Donc on est quand même sur des temps d'adoption et de déploiement beaucoup plus courts que ce qu'on pouvait avoir du machine learning qui nécessitait beaucoup plus de fine-tuning ou en tout cas de personnalisation dans les entreprises. Comme de Marigny, vous êtes cofondateur donc de Xmersion, je l'ai précisé. Vous proposez une suite d'outils d'IA générative pour les industries créatives et plus généralement, plus particulièrement les studios de jeux vidéo. Qu'est-ce qu'ils en font? À quoi ça sert? Alors, il va y avoir beaucoup de choses pour le jeu vidéo qu'on va pouvoir accélérer, et même les industries créatives de manière plus large, parce que par le passé, on a travaillé avec des musées et des expériences immersives où des visiteurs pouvaient avoir des interactions en temps réel avec des... Donc, en l'occurrence, c'était avec des personnages de Venise au XVIIIe siècle, Ouais. et donc poser des questions sur cet univers-là. Mais on va aussi proposer donc, des outils pour accélérer la production, pour améliorer la qualité graphique, narrative
visuel ou même le voice-over de jeux vidéo. Et on va aussi proposer des outils d'intelligence artificielle en, embarqués directement sur la machine des joueurs, donc pour pouvoir permettre des interactions et des expériences C'est-à-dire quand je nouvelles télécharge mon film ou un jeu. ou quand je suis connectée à une plateforme, mon Euh, jeu, pardon, oui. alors Je voilà, suis connectée à une plateforme, qu'est-ce qui va se passer? je peux interagir en temps réel avec un personnage. Et donc un des exemples qu'on a Un de ça, personnage, pas un chatbot à côté dans l'espace de discussion. alors justement, ça devient une expérience immersive. Un des exemples qu'on a, c'est avec une boîte avec qui on travaille, qui développe un jeu où on est un négociateur de la police, du FBI, peu importe, et on doit négocier verbalement avec un preneur d'otages. Et D'accord. donc là, on n'a plus des options à sélectionner, on n'a plus des choix de jeu à faire, on doit parler. Et on doit utiliser sa voix et parler avec quelqu'un qui n'est vraiment pas, on va dire, logique. C'est un preneur d'otage, donc c'est quelqu'un qui a beaucoup d'émotions, qui réagit très fort. Et donc là, c'est nous qui sommes face à notre propre humanité. Comment est-ce qu'on réagit sur ce genre d'expérience Mais donc là, ça se fait en immersive. langage naturel, Ça se fait en langage naturel. avec tous les risques que ça comporte, parce que alors des IA génératives qui ont été détournées par les utilisateurs, qui leur racontaient des histoires pas forcément prévues dans le scénario, on en a plein. C'est là que ça devient un nouveau, on va dire, spectre de création dans le jeu vidéo. Il faut recréer des systèmes de narration, il faut recréer des systèmes de jeu. Et donc, ça devient une période créative qui est hyper intéressante. On discute avec beaucoup de studios qui voient leurs yeux vraiment s'ouvrir sur les perspectives parce que c'est un peu un nouveau pinceau, un nouveau jouet qu'on donne à un artiste. Soudainement, ils se rendent compte qu'il peut faire beaucoup plus de choses qu'avant. C'est Et surtout du côté des scénaristes, finalement, alors, pas que, pas que. parce que quand on est dans la partie interaction en temps réel, en effet, ça va être une histoire, un scénario qu'on va pouvoir déployer et adapter. Mhm. Quand on est dans la partie production, c'est dire à un animateur, bah, en fait, là, il y avait 25 000 animations à faire, on n'a pas le budget pour le faire. Bah, soudainement, avec l'IA, on a le budget pour le faire parce que ça coûte 150 fois moins cher. Donc maintenant, la qualité de mon jeu augmente et mon animateur va pouvoir s'amuser beaucoup plus sur la partie créative qui va donner un peu une patte, une âme à un jeu. Mais c'était déjà le cas. Enfin, aujourd'hui, chaque jeu a sa patte. Chaque jeu a sa patte, mais ça coûte extrêmement cher Ça veut dire de qu'on va avoir produire. plus de petits studios, parce qu'il y a déjà un gros écosystème de studios indépendants, mais vous pensez que ça va avoir un impact aussi sur la Alors, taille de l'écosystème, par comment est-ce que exemple? ça va changer le marché? C'est Ouais. très intéressant. Difficile de prévoir exactement ce qui va se passer, c'est sûr, mais on sait que atteindre un certain niveau de qualité va devenir plus facile, plus rapide et moins cher. Ouais. Et donc, évidemment, on va voir une progression globale des petits studios, mais ça veut dire que ça va aussi mettre la pression à tous les studios qui sont au-dessus, qui, eux, brassent des centaines de millions de budget pour produire des jeux. Par exemple, GTA 6, qui est la grosse sortie annoncée l'année prochaine, je crois que les budgets estimés, c'est environ 2 milliards de dollars. Donc, on se parle quand même sur des mannes financières énormes. Vous savez, dans l'IA, on en entend tellement des Oui. milliards. Oui, oui, oui. Mais voilà, ça va mettre une pression supplémentaire sur ces acteurs-là, pousser la créativité un peu plus loin. Et je pense que c'est ça qui va être intéressant. Vous avez des questions sur le domaine du jeu vidéo? J'ai une question, et je pense que c'est une question qu'on retrouve un peu dans les entreprises aussi. C'est la question des hallucinations. Donc, les Ouais. IA qui viennent inventer des dialogues. Alors, si c'est utilisé dans vos jeux aujourd'hui, comment est-ce que finalement vous abordez ces problématiques-là? Et est-ce que finalement on fait la même chose côté entreprise? Alors, c'est une excellente question parce que c'est compliqué. L'avantage d'être dans un jeu vidéo, c'est que l'hallucination a moins d'impact. Si jamais il y a un problème, la seule chose que le joueur va avoir, c'est une incohérence sur l'histoire. Mais c'est pas, par exemple, j'ai donné les mauvaises spécifications d'un outil technique et donc ma production va être complètement déraillée derrière. Donc l'impact des hallucinations est plus faible. Après, on peut créer, et j'imagine que c'est pareil dans le cadre professionnel, on en fait un petit peu, donc on le voit aussi. Il y a tout un tas de systèmes qu'on peut mettre en place pour limiter les hallucinations, limiter on va dire, les choses que l'IA va inventer et être beaucoup plus proche de la source qu'on donne à cette IA quand on la réentraîne ou quand on la prompte. Dans l'entreprise, ça va être quoi? Le RAG, c'est ça, en fait, d'entraîner les IA avec ses propres données?
Alors, dans l'entreprise, on va avoir effectivement déjà limité les sources de données auxquelles le modèle d'IA générative a accès. Donc, effectivement, la constitution d'un RAG, donc d'une base de données sécurisée, mise à disposition du LLM. Et puis, on va avoir aussi ce qu'on va appeler des garde-fous. On va avoir plein de métriques qui vont être mises en place pour repérer les erreurs les hallucinations, les erreurs de génération, mais aussi tout ce qui va être généré à caractère dangereux ou de plus en plus pour le respect du RGPD, donc beaucoup de trust layers, d'anonymisation de données. Ouais. Donc, c'est toutes ces métriques-là qui sont mises en place dans les entreprises et sur lesquelles, en fait, on va avoir de plus en plus des réglementations par verticale métier et aussi sectorielle, parce qu'on travaille beaucoup typiquement avec des secteurs type banque assurance qui demandent beaucoup de réglementation. Et donc, on voit de plus en plus de métriques et de méthodologies de maintien en conditions intelligentes de ces modèles d'IA génératifs. Mais du coup, ça devient aussi quelque chose de plus en plus onéreux parce qu'il faut créer des IA qui surveillent les IA, vérifier les résultats des IA, s'assurer qu'il n'y a pas les hallucinations, corriger. Ça devient des grosses machines. Ça devient des grosses machines, mais on a aussi des modèles qui coûtent de moins en moins cher. On a des modèles qui coûtent de moins en moins cher. On a notamment ce qu'on va appeler les SLM, donc les Small Language Models, qui sont de plus en plus présents dans les entreprises et dans les solutions d'IA générative. Et ces Small Language Models qui peuvent être justement fine-tunés, qui peuvent être spécialisés dans justement ces garde-fous et le fait de surveiller les autres IA. Et vous encouragez à utiliser des modèles ouverts, des modèles européens. Enfin, je dis des modèles, il n'y en a pas tant que ça, mais... Alors, toujours. Le sujet de souveraineté revient de plus en plus. On va avoir un sujet de souveraineté effectivement plus géographique, donc le fait d'utiliser des data centers en France, en Europe, et le fait d'utiliser effectivement des modèles où on connaît les données sur lesquelles ils ont été entraînés. Ou en tout cas, on connaît un peu le spectre. Ça limite effectivement le nombre de modèles. Ça limite effectivement le nombre de modèles et on va avoir beaucoup d'acteurs typiquement qui refusent d'utiliser des modèles chinois ou d'utiliser, on parlait de Grok tout à l'heure, de XAI, voilà, qui vont refuser d'utiliser ces modèles parce qu'ils n'ont pas été entraînés ou alignés de la même manière. C'est-à-dire que dans leur, dans leur paramétrage du modèle, ils n'ont pas limité la génération de mots à caractère dangereux ou raciste ou que sais-je. Ma question, c'était aussi, est-ce qu'on a les outils en matière d'IA pour se dire, on peut être autonome stratégiquement en matière d'IA? Est-ce qu'on peut n'utiliser que des technologies européennes? J'aimerais que vous C'est une vaste répondiez oui. question. Alors, en tout cas, on va dans cette direction, ça c'est sûr. Parce que quand on parle de souveraineté, en fait, on parle de tout un spectre de technologies qui vont du matériel, parce qu'aujourd'hui, le grand leader sur le matériel pour le calcul d'IA, c'est NVIDIA. Mais en Europe, en France, on a typiquement Cyperl qui crée des puces pour les calculs d'IA pour les data centers européens. Donc, c'est une première étape. On y va. Il faut qu'ils aient de l'argent. Il faut qu'ils continuent leur développement. C'est super. Ils ont réalisé encore une levée de fonds cet été. Ça progresse. Tout à fait. C'est top. Ensuite, on a le cloud provider. Donc, tous les services d'accès justement à ces data centers. Donc, on a les grands américains, AWS, Microsoft, qui sont là. Alors, on a vu que ça fonctionne pas toujours à 100%. AWS a eu une petite panne cette semaine. Grosse, ouais. Ça a impacté une bonne partie de l'industrie de l'IA. Mais on en a aussi en Europe. Donc, je pense à Scaleway, OVH, qui fonctionnent très bien. Et ensuite, on va avoir donc, les grands modèles. On a Mistral, on en a plein d'autres. GPT-X, qui est un modèle open source allemand, par exemple. Et ensuite, on va avoir toutes les applications qui vont derrière. Donc, ce spectre-là, oui, on l'a. Maintenant, il y a aussi la problématique de OK, j'utilise un modèle d'IA qui est Mistral, qui est français, c'est super. Mais en fait, à chaque fois que je l'utilise, le serveur, en l'occurrence, il passe par un autre client et donc c'est hosté aux États-Unis. Donc, toutes mes datas, elles partent aux États-Unis. Bon, là, c'est un cas d'usage qui est problématique. L'avantage, et on le mentionnait tout à l'heure avec les SLM, l'avantage de ces modèles-là, c'est que souvent, ils sont assez petits et suffisamment optimisables pour ne plus avoir besoin de passer par des data centers, mais passer directement sur du calcul de l'inférence locale, le faire directement sur, alors dans notre cas, la machine des joueurs, mais ça peut être sur les employés dans une entreprise, faire tout le calcul en interne. Et donc là, on supprime les coûts d'inférence, on supprime les coûts et la pression sur la bande passante Internet, sur tout le réseau, et il n'y a aucune data qui sort, donc c'est hyper sécurisé. Comment est-ce que vous faites, vous proposez des outils pour générer
des créations. Je ne voulais pas dire création, mais j'arrive pas à trouver un autre mot. Oui, des contenus, des images, des personnages. Comment est-ce que vous faites pour gérer justement ce problème de propriété artistique, pour éviter que tous les studios finalement ne finissent par reproduire les mêmes codes d'image, on va dire? Alors, c'est une grande problématique, la propriété intellectuelle, en particulier dans le jeu vidéo, parce que c'est et même dans les industries créatives au global, parce que c'est le produit en lui-même. C'est dans la partie professionnelle, l'IA va aider à produire quelque chose, alors que là, c'est la production qui est ce qu'on vend directement. Donc, il y a la spécificité et la propriété intellectuelle est hyper importante là-dedans. La manière dont nous, on fonctionne, c'est on va réentraîner des modèles pour chacun de nos clients sur leurs données, leur identité graphique, leur narration, leur histoire, leur monde. Et il n'y a qu'eux qui ont accès à ces données-là. Donc, il faut quelque chose qui est très spécifique et qui souvent même met en exergue leur propre spécificité créative. L'autre problématique qu'il y a à ça, c'est dans ce marché-là, on a des gros soucis d'éthique parce qu'on voit beaucoup de modèles qui sortent, qui sont entraînés sur des datas qui appartiennent à des artistes. Donc, on l'a vu avec Midjourney, avec un modèle chinois qui est sorti très récemment, la Huan, qui fait des mondes en 3D qui sont entraînés sur tous les jeux AAA qui sont sortis de ces 15 dernières années. Évidemment, ça pose un problème. Exactement, ils n'ont pas les droits de le faire et pourtant ils le font. Et donc, toute cette partie d'éthique est très problématique. Nous, on a mis en place tout un tas de chartes éthiques pour trouver des solutions à ces problèmes-là et trouver un moyen de créer des modèles qui soient pertinents et pour les studios et pour les artistes, et essayer de trouver un entre-deux. Et ça, c'est aussi une façon d'exister en termes d'écosystème européen, c'est de se positionner sur ces sujets justement d'éthique. Moi, j'aurais aimé qu'on termine par un petit quiz vocabulaire, parce que alors, quand on a préparé l'émission, j'ai découvert le self-AI, le Agentic Process Automation, APA. Qu'est-ce qu'il y a encore? Tout ce jargon, qu'est-ce qui se passe? Ah oui, ça c'est mes mots. Oui. Alors, qu'est-ce que j'ai trouvé d'autre de très bizarre? Le AFA, le RPA. Alors, self-AI, ça va être comment dire? Alors, c'est ce concept. Alors, c'est pas vraiment un concept, mais le self-AI, c'est le fait de vouloir donner à l'utilisateur les capacités pour construire son propre agent IA ou son propre assistant. Donc, nous, on le voit dans les entreprises parce qu'on a justement cette tendance qui se crée des data office qui ont adressé des cas d'usage ces dernières années, mais qui aujourd'hui, devant la pléthore de cas d'usage à réaliser encore, donnent accès finalement à leurs collaborateurs, ces outils d'IA pour créer leurs propres assistants. Donc, c'est cette notion finalement de self, la personne soi-même, on peut créer son propre assistant IA. Merci beaucoup. On n'aura pas le temps de parler des autres. On fera ça une prochaine fois. Pauline de la Valade était avec nous, chef de la cellule Research d'EA Builders. Comme de Marigny était avec nous également, cofondateur de Xmersion. Puis on remercie encore Dorian et Quentin Honoré qui étaient connectés de la chaîne YouTube Experentara. C'était Smartech. Merci à vous de nous suivre sur la chaîne Bismart. On se retrouve très bientôt. Excellente journée à tous.